C'est clair que l'Afghanistan va redevenir effectivement un nid de terrorisme international. Mais il faut bien comprendre que depuis le 11 septembre 2001, il y a 20 ans qui se sont écoulés, et que les techniques de lutte contre le terrorisme ont beaucoup évolué. Nous sommes en ligne avec le professeur Emmanuel Navon. Emmanuel, bonjour, Boker Tov. Boker. Alors, on a bien besoin de votre éclairage pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement en Afghanistan. Il y a eu deux discours assez intéressants hier soir, celui de Joe Biden, celui d'Emmanuel Macron. Macron dit oui, on avait prévu, on avait anticipé ce qui allait se passer et on avait prévenu nos ressortissants. Biden, de l'autre côté, dit bien, on a été pris de court un petit peu, on reconnaît. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, que les grandes puissances occidentales ont été pris de court par ce qui s'est passé ces derniers jours, cette progression ultra rapide des talibans, leur conquête de Kaboul aussi rapidement, aussi facilement? Ce que l'on entend du côté du Pentagone, c'est que les professionnels américains militaires savaient que les talibans allaient reprendre le pouvoir. Ce qui a surpris, c'est la vitesse à laquelle les talibans ont réussi à reprendre le pouvoir, et surtout le fait très décevant que l'armée afghane et le gouvernement afghan ne se sont pas battus. C'est précisément ce qu'a dit hier le président Biden. Après des années d'entraînement et d'armement du gouvernement et de l'armée afghane, eh bien, ils se sont enfuis sans même se battre. Donc je pense que tout le monde prévoyait la victoire des talibans, mais beaucoup ont été étonnés du manque total de volonté du gouvernement et de l'armée afghane de se battre. Mais alors justement, ça c'est quand même assez impressionnant, parce que ça fait 20 ans que les Américains sont en Afghanistan, ça fait 20 ans qu'ils sont censés avoir préparé une armée de près de 300 000 hommes pour combattre justement, pour essayer de faire face à la menace des talibans. Et là, on voit rien du tout. Comment expliquer ? C'est peut-être ça l'échec majeur des Américains, au-delà de l'image de marque qui est extrêmement affectée. Je pense que la grosse erreur, effectivement, des États-Unis, ils ont fini par le reconnaître, c'est qu'on ne peut pas changer par la force un pays qui ne veut pas changer. Et évidemment, les talibans ne représentent pas la totalité, voire même la majorité du peuple afghan, mais le fait est qu'ils ont une assise profonde en Afghanistan et que malgré 20 ans de présence américaine et de tentatives américaines de débarrasser le pays des talibans, eh bien, ils sont toujours là. Ils ont toujours leurs capacités militaires et leurs assises sociales. Et donc, je pense que, comme l'a dit le président Biden hier, si après 20 ans d'avoir essayé de changer ce pays, de lui inculquer des valeurs démocratiques et de se débarrasser des visions moyenâgeuses des talibans, si après 20 ans on n'y a pas réussi, on peut rester encore 10 ans, 30 ans, 40 ans, ça ne changera rien. Alors, je voudrais qu'on essaye de vérifier avec vous l'impact que ces derniers développements en Afghanistan peut avoir sur la région, sur notre région, on va dire, sur le Proche-Orient. Est-ce que on peut mesurer, d'abord par exemple dans le dossier iranien, est-ce que aujourd'hui la victoire des talibans, c'est aussi quelque part indirectement un petit succès aussi, ou un succès pour l'Iran? C'est quelque chose qui renforce, on va dire, la puissance de l'Iran aujourd'hui dans la confrontation qu'elle mène face à l'Occident? Non, je ne pense pas. D'abord, les talibans sont des sunnites, donc ils ne sont pas alliés de l'Iran. Ensuite, les Iraniens savent très bien que de toute façon, les Américains comptaient quitter l'Afghanistan, et que présence américaine ou pas en Afghanistan, les États-Unis continuent de s'opposer fermement au programme nucléaire iranien, et puis surtout, les États-Unis, je vous rappelle, maintiennent la présence massive de leur flotte dans le golfe Persique, et également la présence américaine militaire par le biais de leurs alliés dans la région, en particulier les pays du Golfe et l'Arabie saoudite. Alors c'est vrai qu'après la deuxième guerre d'Irak en 2003, lorsqu'il y avait à la fois des forces militaires américaines en Irak et en Afghanistan, à savoir sur le flanc est et ouest iranien, et c'est vrai qu'à l'époque les Iraniens avaient suspendu leur programme nucléaire par crainte d'une intervention militaire américaine. Mais il est bien clair que les États-Unis n'ont pas besoin de leur présence militaire en Afghanistan pour agir contre l'Iran militairement s'ils décident de le faire.
Alors, du point de vue des organisations terroristes qui sont très proches d'ici, on parle du Hezbollah en particulier dans le nord, du Hamas dans le sud, est-ce que ce genre de développement peut avoir un impact sur ces mouvements, essayer par rapport dans leur confrontation avec Israël? Ces mouvements ne recevaient aucun soutien de l'Afghanistan et des talibans. Ils sont soutenus essentiellement par l'Iran. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de changement. Alors c'est vrai que sur le plan purement déclaratoire, sur le plan de l'image publique, on a bien entendu les dirigeants du Hamas se féliciter de la victoire des talibans, mais cela ne les renforce en rien sur le plan militaire, ni même évidemment économique. Du point de vue d'Israël, la menace que représente le Hamas et surtout le Hezbollah demeure, quel que soit le régime à Kaboul. Alors, comment on mesure aujourd'hui l'impact de ces développements, la reconquête de Kaboul par les talibans, du point de vue de la lutte contre le terrorisme international? Est-ce que vous avez le sentiment que désormais, à Kaboul, en Afghanistan, l'Afghanistan va servir à nouveau de base de terrorisme, du terrorisme international, que l'on va retrouver en Afghanistan, des cellules de Daesh, de Al-Qaïda, qui avait plutôt disparu, on va dire, ces dernières années? D'abord, c'est clair que l'Afghanistan va redevenir effectivement un nid de terrorisme international. Mais il faut bien comprendre que depuis le 11 septembre 2001, il y a 20 ans qui se sont écoulés, et que les techniques de lutte contre le terrorisme ont beaucoup évolué, se sont beaucoup améliorées. On n'a pas besoin aujourd'hui de contrôler tous les pays physiquement sur le terrain dans lesquels il y a des bases de terrorisme. Sinon, il faudrait que les États-Unis contrôlent et soient présents dans tous les pays, dans beaucoup de pays du Proche-Orient et même également au Pakistan. C'est impossible. En revanche, il faut raffiner les techniques de lutte contre le terrorisme, et cela, les États-Unis l'ont fait ces 20 dernières années avec des services de renseignement, des systèmes de protection nationale. Aujourd'hui, le sol américain, les citoyens américains sont beaucoup plus protégés qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans. Alors c'est sûr que la présence américaine en Afghanistan avait des avantages en matière d'empêcher que les talibans ne puissent utiliser le pays comme base terroriste internationale, mais le jeu n'en valait pas la chandelle, et par conséquent, il faut se focaliser sur les technologies et sur toutes les techniques qui ont été mises en place ces 20 dernières années pour protéger le monde libre du terrorisme islamique. Est-ce que l'on peut s'attendre à une forme de pragmatisme, entre guillemets, de la part des talibans? Est-ce que les talibans, avec ces 20 années de combat contre la présence américaine, est-ce qu'aujourd'hui, arrivé au pouvoir, on peut s'attendre à une forme de pragmatisme quelconque de leur part? Ou pas du tout? Ou ça sera l'extrémisme tel qu'on l'a connu il y a 20 ans ou il y a 30 ans? Les talibans sont les mêmes talibans. C'est véritablement un mouvement moyenâgeux qui ne veut absolument pas faire de compromis avec la réalité. D'ailleurs, je rappelle que beaucoup critiquent aujourd'hui l'administration Biden pour avoir quitté l'Afghanistan, mais je rappelle que sous l'administration précédente, sous l'administration Trump, il y a eu des négociations avec les talibans, et les talibans n'avaient montré aucun signe de pragmatisme et de réalisme. Ça reste fondamentalement un mouvement islamique extrémiste fondamentaliste, et je ne vois pas du tout, de mon point de vue en tout cas, de signes de pragmatisme du côté des talibans. On a beaucoup comparé, en tout cas en photo, les journalistes, les photographes ont comparé la chute de Kaboul avec la chute de Saïgon en 1975, à la fin de la guerre du Vietnam. Je voudrais vous proposer une autre comparaison, et vous allez me dire si elle est judicieuse ou pas. Ça ressemble aussi pas mal à la précipitation avec laquelle l'armée israélienne avait quitté le sud Liban en mai 2000, en laissant également ses alliés, les alliés de l'armée du Liban Sud, derrière, ou en permettant à certains de ces soldats de rentrer dans la précipitation en territoire israélien. Vous pouvez faire une comparaison entre les deux? Je rappelle d'abord que dans le retrait israélien unilatéral de la bande de Gaza, le problème principal, c'était le timing, parce que c'était 3 mois avant le sommet de Camp David. Et au sommet de Camp David, Arafat n'avait cessé de dire « Pourquoi voulez-vous que je négocie alors que vous venez de me prouver par A plus B dans le précédent libanais qu'il suffit d'utiliser la force et le terrorisme pour faire partir les Israéliens ?» Donc Ehud Barak
n'aurait pas pu choisir un pire timing pour quitter le Liban de façon unilatérale 2 mois avant la négociation de Camp David. En ce qui concerne le retrait de Saïgon, c'est vrai que la chute de Saïgon fut une humiliation pour les États-Unis après toutes ces années de guerre au Vietnam. Mais n'oubliez pas non plus, Daniel, que après la chute de Saïgon, d'abord les Américains n'avaient pas d'autre choix finalement que de quitter le Vietnam parce que c'était une guerre sans issue. Mais 15 ans plus tard, 15 ans après la chute de Saïgon, eh bien c'était la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique. Ce qui prouve bien que les États-Unis ont pris une décision tactique qui était humiliante sur le moment, mais qu'au bout du compte, c'est eux qui ont gagné la guerre froide, c'est eux qui ont réussi à vaincre l'Union soviétique, et même la Chine, à l'époque, avait commencé à changer son système économique pour adopter le capitalisme qui est devenu son capitalisme d'État aujourd'hui. Donc il faut voir les choses avec une perspective historique plus large. Eh bien, professeur Emmanuel Navon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, nous avoir aidé à mieux comprendre ces derniers développements, on peut dire historiques en Afghanistan. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Merci, bonne journée, à bientôt.